Il a ajusté ses boutons de manchette devant le miroir et a hoché la tête, satisfait. C'était là tout le problème avec mon mari, il prenait mon silence pour de la soumission. Il l'avait toujours fait. Il s'appelait Marc, le docteur Marc Lefebvre, un grand chirurgien cardiaque. Le genre d'homme qui entre dans une pièce et regarde l'espace se réorganiser autour de lui. Je l'avais épousé 11 ans plus tôt lors d'une cérémonie dans un jardin à Aix-en-Provence, au moment où les glycines étaient en fleurs, ma mère pleurait des larmes de joie et sa mère a lui évalué ma robe avec l'efficacité tranquille d'un expert en antiquité. Je m'appelle Éléonore. J'avais 32 ans quand il m'a dit que je l'embarrassais. J'en avais 33 quand il a enfin compris ce que ce mot lui coûtait réellement. Pendant les 6 premières années de notre mariage, j'ai été exactement ce dont Marc avait besoin. Élégante lors des dîners en ville, discrète lors des collectes de fonds pour l'hôpital. J'avais appris quels vins ses collègues préféraient, quel sujet faisait rire le chef de service, et comment rediriger une conversation quand l'ego de Marc avait besoin d'un atterrissage en douceur. Je possédais un diplôme d'architecte d'État que j'avais arrêté d'utiliser 2 ans après le mariage car Marc disait qu'il valait mieux que je me concentre sur la maison, sur nous, sur la construction de cette vie qu'il travaillait si dur à nous offrir. Je me suis concentrée, j'ai construit, et je me suis effacée si progressivement que je n'ai pas remarqué ma propre disparition. Le changement s'est produit lentement, comme la plupart des érosions, non pas avec une cassure nette, mais avec des années de pression silencieuse. Une remarque sur mon rire trop sonore lors d'un dîner de service. Une suggestion de le laisser mener la conversation avec ses confrères parce que je ne saisissais pas tout à fait le contexte. La première fois qu'il a utilisé le mot embarrassante, nous étions dans la voiture en revenant d'une vente aux enchères de charité. J'avais enchéri sur un séjour de week-end parce que le commissaire-priseur était charmant, que la salle était chaleureuse et que cela semblait être le genre de choses spontanées que les gens font dans ces événements. Marc ne m'a pas adressé la parole pendant 2 jours. Au moment où il m'a annoncé que je n'étais pas invitée au gala, le mot embarrassante avait été utilisé 11 fois. Je le sais car j'avais commencé à compter. Je gardais un petit carnet bleu pâle de la taille d'un livre de poche dans la poche intérieure de mon manteau d'hiver, suspendu dans le placard du couloir où Marc ne regardait jamais. J'y notais les dates, les mots, la texture de ces moments dont je savais qu'un jour j'aurais besoin de me souvenir avec précision. Le gala était le bénéfice annuel de l'Institut cardiaque Lefebvre. Marc avait son nom sur le bâtiment. Son nom figurait également, comme je l'avais découvert 4 mois plus tôt, dans une suite de messages provenant d'une femme nommée Diane Roche, une déléguée pharmaceutique qui assistait à ses réunions de conseil le mardi après-midi depuis près d'1 an. J'avais trouvé les messages par pur hasard. Son téléphone avait vibré sur le comptoir de la cuisine alors qu'il était sous la douche et j'avais jeté un coup d'œil par simple réflexe. Je n'arrête pas de penser à mardi dernier, c'était tout ce que j'avais eu besoin de lire. J'ai reposé le téléphone exactement là où il était. J'ai fini de préparer le café. Quand Marc est descendu, je lui ai tendu sa tasse et l'ai interrogé sur son emploi du temps, il m'a parlé d'une intervention à 7 heures et j'ai acquiescé. Et la matinée a continué comme les matinées continuent quand l'une des personnes à table joue la comédie de la normalité et que l'autre ne remarque pas la performance. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, j'ai ouvert mon carnet bleu pâle et j'ai écrit la date. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà fait mon deuil des mois auparavant, un deuil lent et privé, celui qui arrive sous la douche ou lors de longs trajets en voiture sans radio. Ce que je ressentais assise à notre table de cuisine à 23h43 n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid et de plus utile. C'était de la clarté. J'ai appelé ma colocataire de l'époque des études, Inès, le lendemain matin depuis ma voiture sur le parking du supermarché. Inès était avocate spécialisée en droit de la famille à Lyon. Nous étions restés proches de cette façon dont les vraies amitiés survivent à la distance, non pas en se parlant toutes les semaines, mais en étant la personne qu'on appelle quand quelque chose compte vraiment. Raconte-moi tout, a-t-elle dit, et n'oublie rien. Je lui ai parlé des messages, des 11 fois, du carnet, du diplôme d'architecte qui dormait dans un tiroir, et de l'argent car il y avait énormément d'argent et Marc l'avait toujours géré seul parce qu'il disait que c'était plus efficace ainsi. Et l'efficacité avait été l'une de mes nombreuses redditions silencieuses. Inès est restée silencieuse un moment après que j'ai fini. Puis elle a demandé, « Éléonore, depuis combien de temps tiens-tu ce carnet ?
Environ 2 ans, ai-je répondu. Une autre pause. C'est bien, a-t-elle dit, ne t'arrête pas. Ce qui a suivi n'a pas été une explosion mais un apprentissage. Inès m'a mise en relation avec un expert comptable judiciaire nommé Jean-Pierre Morel, un homme à la voix douce d'une 50aine d'années qui portait des nœuds papillons et parlait de documentation financière avec le respect d'un érudit discutant de textes sacrés. Je rencontrais Jean-Pierre les jeudis matins dans un café près de ma salle de sport, ce qui me donnait une excuse plausible pour quitter la maison à la bonne heure. Pendant cette semaine, Jean-Pierre m'a guidé à travers 11 années de finances communes avec la patience d'un homme qui avait déjà fait cela et comprenait que l'information n'était pas abstraite. C'était le compte-rendu d'une vie. Ce qu'il a trouvé était instructif. Marc avait un compte secondaire dont j'ignorais l'existence, ouvert 3 ans après notre mariage. Les dépôts étaient irréguliers mais constants, et Jean-Pierre m'a expliqué sans porter de jugement ce que ce genre de schéma indiquait généralement. J'ai tout noté. J'ai aussi appelé ma mère. Elle vivait à Bordeaux dans la maison où j'avais grandi et elle avait sur Marc des opinions qu'elle avait gardées pour elle pendant 11 ans avec une discipline que j'avais toujours respectée et que je comprenais maintenant comme une forme d'amour. Quand je lui ai dit ce qui se passait, elle est restée silencieuse pendant exactement 4 secondes. « Dis-moi ce dont tu as besoin », a-t-elle dit. « Rien pour l'instant », ai-je répondu, « mais je t'appellerai le moment venu. »« Je serai prête », a-t-elle promis. Le gala était un samedi d'octobre. Marc m'a dit le mardi que je n'irais pas. Il l'a présenté comme une attention envers moi. « Tu as l'air fatigué ces derniers temps, ce sera une longue soirée, ces choses t'épuisent. » Et quand je l'ai regardé en disant bien sûr, ce que tu penses être le mieux, il s'est visiblement détendu. Il croyait en cette phrase. Il croyait à des versions de cette phrase depuis 11 ans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà appelé notre comptable commun, un homme nommé Gérard, qui m'avait discrètement informé quand j'avais posé les bonnes questions le jeudi précédent que certains éléments de notre structure financière étaient sensibles au facteur temps. Et que je ferais bien de prendre connaissance de documents spécifiques avant la clôture du trimestre. Gérard n'était pas déloyal envers Marc. Il répondait simplement aux questions directes d'une cotitulaire de compte, et je posais des questions directes pour la première fois. Le samedi du gala, Marc s'est habillé dans son bureau. Il y avait installé ses affaires 3 semaines plus tôt après une dispute sur la liste des invités pour l'anniversaire de sa mère. Une dispute au cours de laquelle il m'avait dit que mon incapacité à rester à ma place devenait une habitude pour laquelle il perdait patience. J'avais acquiescé. J'étais allé dans la chambre d'amis. Je m'étais allongé dans le noir en pensant aux limites et à qui avait le droit de les tracer. Il est parti à 18h15. Je l'ai regardé par la fenêtre de l'étage tandis que la berline noire l'emmenait au bout de l'allée. Puis j'ai quitté mon peignoir, j'ai mis la veste grise que j'avais achetée spécialement pour ce jour-là et j'ai conduit jusqu'au bureau d'Inès à Lyon. Nous avons travaillé jusqu'à minuit. Le lundi suivant, Marc est arrivé au petit déjeuner de bonne humeur. Le gala s'était apparemment bien passé. Diane était là. Je le savais non pas parce qu'il me l'avait dit, mais parce que j'avais vu une photo publiée sur les réseaux sociaux de la fondation de l'hôpital ce matin-là, Marc dans son smoking, Diane dans une robe émeraude. Se tenant à une distance très confortable pour 2 personnes censées être de simples relations professionnelles. Il s'est versé un café et a parlé du montant des promesses de dons et a mentionné que le chef de service avait fait un discours émouvant. J'ai posé les questions appropriées. J'ai rempli sa tasse. Quand il est parti pour l'hôpital à 7h, je suis restée assise un moment à la table de la cuisine et j'ai regardé cette pièce que j'avais décorée, entretenue et habitée pendant une décennie, et j'ai pensé que c'était le dernier matin ordinaire. 3 semaines plus tard, j'ai déposé la demande de divorce. L'avocat de Marc a appelé Inès dans les 2 heures qui ont suivi. J'étais déjà chez ma mère à Bordeaux, assise sur la terrasse arrière avec une tasse de thé, regardant son jardin. Elle était venue me chercher à mi-chemin le matin même. Quand mon téléphone a vibré et que j'ai vu son nom, j'ai laissé sonner. Il a laissé un message de 4 minutes. Je l'ai écouté une fois, j'ai noté la date et l'heure dans mon carnet, et je n'ai pas rappelé. La phase de procédure a été le moment où les choses sont devenues précises. L'avocat de Marc était agressif d'une manière qu'Inès décrivait comme prévisible.
Il affirmait que mes contributions au mariage étaient limitées et que la puissance financière de Marc était le produit de son talent individuel et de ses efforts, sans rapport avec l'infrastructure domestique que j'avais maintenue, l'agenda social que j'avais géré ou la carrière que j'avais mise de côté. Il a utilisé le mot train de vie pour décrire ce qui m'avait été fourni. J'avais un expert comptable judiciaire, 2 ans d'entrée dans mon carnet, une photo d'un écran de téléphone prise sur le comptoir de la cuisine à 6h42 du matin avant que le café ne soit prêt, et un relevé de 11 ans de décisions financières que Jean-Pierre avait documenté avec la minutie de quelqu'un qui sait que les détails sont tout. J'avais aussi Diane, non pas comme adversaire, mais comme preuve, car il s'est avéré que Diane recevait ce que les dossiers financiers de Marc décrivaient comme des honoraires de consultation d'un compte subsidiaire depuis 14 mois. Jean-Pierre l'avait découvert lors de la 3e semaine de nos sessions du jeudi, et il avait posé les documents devant moi sans commentaire, attendant que je les lise. J'ai levé les yeux. « Combien ?» ai-je demandé, et il me l'a dit. Je l'ai noté. Diane n'a pas été appelée comme témoin. Son implication a fait surface par la seule documentation, le genre de choses que Marc n'avait pas imaginé qu'on trouverait car il n'avait pas imaginé que je chercherais. L'agressivité de ses avocats s'est calmée dès la 2e semaine de médiation quand Inès a posé le résumé financier sur la table. La médiatrice, une femme nommée Maître Patricia Vallet, faisait cela depuis 23 ans. Elle n'a pas réagi aux documents. Elle les a simplement examinés, les a organisés avec le soin de quelqu'un qui en a vu d'autres et sait comment procéder. Marc s'est assis en face de moi pour la première fois en 6 semaines. Il portait le costume gris anthracite qu'il réservait aux réunions importantes. Il a regardé les documents, puis il m'a regardé, et j'ai reconnu son expression car je l'avais vu une fois auparavant dans la voiture après la vente aux enchères. Mais cette fois, il y avait quelque chose en dessous qui n'y était pas autrefois. Je l'ai regardé en retour sans détourner les yeux. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais moi-même, avec une stabilité qui me surprenait. L'accord a mis 11 jours à être finalisé. J'ai reçu ma moitié de nos actifs communs, qui étaient bien plus importants que ce que les arguments sur le train de vie de Marc laissaient entendre. J'ai reçu une prestation compensatoire structurée tenant compte des années d'interruption de carrière et de la valeur documentée du soutien professionnel que j'avais fourni. J'ai récupéré la voiture qui était à mon nom depuis l'achat, un détail que Marc avait apparemment oublié. J'ai reçu une somme provenant du compte personnel que Jean-Pierre avait trouvé, que l'avocat de Marc a tenté de reclasser 3 fois avant de manquer d'arguments. Je n'ai pas demandé la maison. Je n'avais aucun désir de vivre dans un espace qui avait été lentement modifié selon ses préférences. Je la lui ai laissée et j'ai vu son expression changer quand il a compris que ce qu'il espérait utiliser comme moyen de pression était quelque chose que j'avais déjà abandonné. Inès m'a serré la main sur le parking devant le bureau de Maître Vallet puis m'a serré dans ses bras assez longtemps pour que cela signifie quelque chose. « Tu as été méticuleuse » m'a-t-elle dit. « J'ai eu un bon professeur » ai-je répondu. Ma mère m'attendait à Bordeaux quand je suis arrivée ce soir-là. Elle avait préparé le navarin d'agneau qu'elle cuisinait toujours quand elle voulait dire ce que les mots ne pouvaient porter. Elle a posé le bol devant moi et s'est assise en face sans essayer de combler le silence. J'avais 33 ans et je recommençais tout. Et la chose que j'ai le plus remarquée dans les semaines qui ont suivi n'était pas l'absence de Marc, mais la présence d'espace, de la place pour mes propres pensées, mon propre emploi du temps, ma propre version des matins ordinaires. J'ai trouvé un petit studio dans un quartier que j'avais toujours aimé sans jamais y vivre. J'ai appelé le secrétariat de l'école d'architecture que j'avais quitté 11 ans plus tôt pour me renseigner sur une reprise d'études. Le coordinateur, un jeune homme qui semblait sincèrement intéressé, m'a dit que le portfolio que j'avais soumis lors de mon admission était toujours dans les archives. Il m'a demandé si je pouvais passer pour discuter des options. J'ai dit oui. J'ai acheté un carnet bleu pâle, un tout neuf, et sur la première page, je n'ai pas écrit de date, ni de nom, ni de référence de document. J'ai écrit une seule phrase que je portais en moi depuis la médiation, quelque chose que Maître Patricia Vallet avait dit en rangeant ses dossiers, presque pour elle-même, alors que nous quittions la pièce. Les personnes les plus silencieuses dans une pièce sont généralement celles qui ont déjà pris leur décision. Marc a appelé 2 fois en novembre. J'ai laissé les 2 appels aller vers la messagerie. Ces messages étaient plus courts que le premier.
Moins de colère, plus de quelque chose que j'ai reconnu comme la perplexité particulière d'une personne rencontrant des conséquences qu'elle n'avait pas calculées parce qu'elle ne pensait pas que les conséquences s'appliquaient à elle. Je n'ai pas rappelé. Je n'avais plus rien à expliquer. Ce que je veux que vous compreniez, si vous vous êtes déjà assise à une table de cuisine à minuit en faisant le calcul de votre propre silence, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ces 11 fois n'étaient pas le début de la fin. Elles étaient la fin d'un début auquel j'avais déjà survécu. Ce calcul n'a jamais porté sur lui. Il portait sur le temps pendant lequel j'avais cru que s'effacer était la même chose que maintenir la paix. Que disparaître était la même chose que d'être une personne bien. Qu'une voix mise de côté assez soigneusement serait toujours là quand on en aurait besoin. La mienne l'était. C'est la partie qu'il n'a jamais anticipée. Il pensait que la chambre d'amis était une punition. J'ai su au moment où j'y suis entrée et où je me suis assise sur ce lit étroit dans le noir que c'était la première pièce que j'avais entièrement à moi depuis 11 ans. Au moment où il est rentré le lendemain soir, s'attendant à des excuses, j'avais déjà passé 3 appels téléphoniques qui allaient discrètement tout changer. Il s'est tenu sur le pas de la porte, m'a regardé et a dit avec ce ton particulier qu'il utilisait quand il m'offrait une issue pour faciliter les choses, « Est-ce que nous allons résoudre ce problème ?» J'ai levé les yeux du livre que je lisais. Oui, j'ai répondu, nous allons le faire. Il a pris cela pour un accord. Il prenait toujours mes phrases de la manière dont il avait besoin de les prendre. La résolution n'a simplement pas ressemblé à ce qu'il attendait. Et je pense, si je suis honnête, que cela a toujours été vrai. La femme qu'il pensait avoir épousée, silencieuse, prudente, efficace dans sa disparition, elle s'était exercée à quelque chose pendant tout ce temps. Pas exactement à la patience, ni à la tolérance, mais à quelque chose de plus proche de ce que ma mère appellerait l'état de préparation. La compréhension qu'il y a une différence entre le moment où quelque chose s'arrête et le moment où l'on décide que c'est fini. Et que la distance entre ces deux moments, si l'on est attentif, est l'endroit où tout ce qui est utile se produit. J'ai été attentive. J'étais prête. Et quand le moment est venu, je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'en avais pas besoin. Cette histoire nous plonge au cœur d'une dynamique psychologique fascinante et tristement courante dans les relations de pouvoir asymétriques. Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est la manière dont le protagoniste transforme son silence, initialement imposé par l'oppression de son conjoint, en une arme stratégique de réappropriation de soi. En France, le cadre juridique du divorce et de la prestation compensatoire reconnaît de plus en plus la valeur invisible du travail domestique et du sacrifice de carrière, ce qui donne à ce récit une résonance très actuelle. L'utilisation du carnet bleu comme outil de documentation systématique montre que la sortie d'une relation toxique ne se fait pas uniquement par l'émotion, mais par une préparation méthodique et factuelle. La finesse de l'écriture nous rappelle que la force ne réside pas toujours dans le conflit ouvert ou les éclats de voix, mais souvent dans la clarté d'esprit et la patience de celui qui attend son heure. C'est une leçon sur la résilience et sur la différence fondamentale entre subir le silence et l'utiliser comme un espace de réflexion et de planification. Pensez-vous que le silence dans un couple est toujours un signe de faiblesse ou peut-il être, comme dans cette histoire,